Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société GrowUna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 24 qui s'étale du 9 au 15 juin. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle habituel. Alors, au menu de cet épisode, nous évoquerons évidemment les articles de la semaine, nous enchaînerons ensuite avec les annonces en JA et nous terminerons par les annonces en preview. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons voir aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Débutons cet épisode avec une nouvelle reconnaissance de Microsoft. Microsoft est nommé leader pour la deuxième année consécutive par Gartner pour ses plateformes de data science et de machine learning. En pratique, cela signifie qu'Azure Machine Learning, couplé à Azure iFoundry, propose une plateforme de bout en bout. Préparation des données, création et comparaison de modèles, optimisation avec fine-tuning et déploiement d'agents intelligents. Deux fonctionnalités sont à retenir. La première, modèle leaderboard et benchmark pour évaluer les modèles selon vos critères opérationnels. La seconde fonctionnalité clé à retenir, c'est Foundry Agent Service. Cette dernière permet de mettre en place des agents IA capables de coopérer sur des workflows complexes avec persistance d'état et une résilience. Alors, des retours clients montrent que ces outils permettent de passer efficacement du prototype à la production tout en gardant une grande flexibilité. Une reconnaissance solide pour qui mise sur des projets machine learning sérieux et qui sont déployés évidemment sur un environnement Microsoft. Parlons maintenant d'intelligence artificielle, même si on n'était d'ailleurs pas très loin du sujet, hein, avec un tournant dans la construction d'agents intelligents avec Azure AI Foundry, hein. Donc Azure AI Foundry, c'est quand même une plateforme où je pense que je vous en parle à peu près toutes les semaines. En 2 ans à peine, on est passé de simples assistants à de vrais agents capables de prendre des décisions, d'agir en équipe et de gérer des tâches métiers complexes. Derrière tout ça, plus de 10 000 modèles d'IA accessibles, des connecteurs vers plus de 1400 sources de données comme SharePoint ou Microsoft Fabric, et un système d'orchestration multi-agents qui permet aux différents assistants de collaborer entre eux. Ce n'est plus du tout de la science-fiction, hein. Certaines entreprises déploient déjà des agents dans leurs outils au quotidien. Par exemple, des agents intégrés à Microsoft Teams pour aider aux réunions médicales ou à la gestion RH. Autre nouveauté, ces agents peuvent désormais avoir leur propre identité numérique avec une gestion des accès comme un employé, tout bonnement classique. On peut aussi les exécuter localement, hors cloud, ce qui ouvre des scénarios en usine ou sur un terrain. Et côté innovation, on voit apparaître des projets prometteurs comme Amélie, un agent capable de générer un pipeline complet de machine learning à partir d'une simple phrase. Bref, l'IA devient plus qu'un outil, c'est un vrai collaborateur numérique. Continuons à parler d'IA, qui devient, comme on l'a dit, un véritable partenaire de développement. Plus qu'un simple assistant de code, elle prend désormais en charge des tâches complexes tout au long du cycle de vie applicatif. Avec des outils comme Azure AI Foundry, oh, il me semble en avoir déjà parlé, non? Ou GitHub Copilot, on peut créer des agents capables de collaborer entre eux, d'orchestrer des mises à jour, de surveiller les systèmes de production et même de corriger automatiquement les incidents dès leur détection. Tout ça, ça me fait penser un petit peu à la partie agent SRE qui a été annoncée lors du build il y a quelques semaines. Donc imaginez, vous êtes développeur et pendant que vous dormez, justement, un agent SRE corrige un problème sur votre environnement Cube. Ou encore votre code .NET qui est un peu vieillissant, qui est mis à jour sans que vous ayez besoin d'y toucher grâce à Copilot.
Du côté des startups, des entreprises comme Worlds.io utilisent déjà ces outils pour transformer en temps réel des données de capteurs en modèles 3D de leurs environnements, un atout de taille dans des secteurs comme l'énergie ou la logistique. Et si vous allez un petit peu plus loin, Microsoft met à disposition des programmes d'accompagnement, des crédits cloud et des outils pour tester, publier et vendre vos applications directement sur la marketplace d'Azure. On entre dans une nouvelle ère, celle où les développeurs codent avec des agents, livrent plus vite et gardent l'énergie pour innover là où ça compte vraiment. Alors attention, hein, on ne leur met pas à disposition des agents pour que les siestes soient plus longues, hein. Attention, hein. On contrôle quand même, hein, ce que nos amis développeurs font. Alors à présent, je vous emmène dans les coulisses d'un malware particulièrement sophistiqué qui s'appelle Luma Stealer. Derrière ce nom se cache un malware vendu comme un service utilisé par de nombreux cybercriminels pour voler des données sensibles. Il cible les navigateurs, les portefeuilles crypto, les fichiers personnels et bien plus encore. Ce qui le rend dangereux, ce n'est pas seulement ce qu'il vole, mais comment il le fait. Il peut arriver via un faux lien Notepad++, par exemple, une page CAPTCHA piégée ou encore une application craquée téléchargée sur un site douteux. Plus inquiétant encore, certaines versions utilisent la blockchain pour héberger du code malveillant, rendant le repérage et la neutralisation très compliqués. Microsoft a détecté plusieurs campagnes de phishing très ciblées, notamment au Canada, avec des emails déguisés en factures ou programmes de sport. Mais il y a quand même une lueur d'espoir. Microsoft a démantelé plus de 2300 domaines liés à ce malware. Et grâce à des outils comme Defender XDR ou Purview, il devient possible de détecter, bloquer et remonter l'origine de ces attaques. Côté bonne pratique, activer l'authentification multifacteur, on ne le répétera jamais assez, bloquer les scripts suspects, éviter les installateurs craqués et sensibiliser les équipes à ces leurres qui sont plutôt très bien faits. Stealer, c'est un rappel clair. Les attaquants innovent, mais la collaboration entre experts et éditeurs fait aussi des progrès à suivre de près. On parle souvent de l'intelligence artificielle pour vous aider à mieux développer, pour augmenter la sécurité, mais n'oubliez pas que les pirates font de même, hein. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour concevoir des outils qui sont toujours plus perfectionnés, toujours évidemment dans le but de vous voler vos données, qui sont bien souvent des données que vous ne souhaitez pas voir apparaître sur Internet. Terminons nos articles de la semaine en évoquant l'engagement fort de Microsoft envers l'Europe. Pour ses 42 ans de présence sur le continent européen, l'entreprise annonce 5 piliers pour renforcer sa contribution à un numérique plus souverain, sécurisé et compétitif. Pilier numéro 1, c'est l'expansion massive de l'infrastructure cloud européenne avec plus de 200 data centers prévus, des services souverains opérés localement comme Bleu en France ou Delos en Allemagne et des partenariats avec des fournisseurs cloud européens. Ça, c'est important. Pilier numéro 2, c'est la résilience. Microsoft s'engage contractuellement à maintenir les services cloud même en cas de crise géopolitique. Un conseil d'administration européen pilotera les activités cloud et le code sera stocké en Suisse, prêt à être activé par des partenaires européens si besoin. Pilier numéro 3, la confidentialité des données. Grâce au programme EU Data Boundary, dont on a déjà parlé il y a quelques semaines, les données peuvent rester en Europe avec des options de chiffrement et de contrôle renforcés. Et en cas de conflit juridique, Microsoft s'est déjà illustré en défendant ses clients jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Quatrième pilier, la cybersécurité. Un RSSI européen est nommé pour piloter la conformité, notamment au Cyber Resilience Act, et un audit indépendant vérifiera les engagements qui auront été pris. Enfin, dernier pilier, le numéro 5, Microsoft continue de soutenir l'open source et l'innovation locale. Plus de 1800 modèles IA sont accessibles, les frais de transfert sont supprimés et des startups comme Factorial, Igenius
ou l'Institut Curie bénéficient d'un écosystème ouvert pour développer leurs propres projets. Eh bien voilà, nous en avons terminé avec les articles de la semaine. Je vous propose maintenant de passer aux annonces en JA. Débutons avec le service Azure Virtual Machine qui propose de nouvelles séries optimisées pour le stockage, à savoir les séries LAOS V4, LS V4 et LAS V4. Pour les petits curieux, sachez que les VM LAOS V4 proposent des tailles allant de 2 à 32 CPU virtuels avec 8 gigas de mémoire à 720 de capacité du stockage local en NVMe par CPU. Quant aux VM LSV4 et LASV4, celles-ci proposent des tailles allant de 2 à 96 vCPU, toujours 8 gigas de mémoire, et de 140 gigas de capacité de stockage. Les plus grands offrant jusqu'à 23 Tera de capacité de stockage local si toutefois vous en aviez besoin. À noter que ces trois séries de VM sont optimisées par Azure Boost et les SSD Azure Boost. Elles activent en plus le chiffrement des disques SSD locaux, et sont dotés d'une interface de stockage distant, prenant en charge la mise en cache de stockage premium, améliorant ainsi considérablement les performances de stockage distant. Ne vous reste plus qu'à tester si vous avez besoin évidemment de ce type de VM. Poursuivons avec Azure Site Recovery qui supporte les Azure Trusted Launch qui s'exécutent sur les machines Linux. Le service Azure Virtual Network Manager continue son expansion en débarquant dans les régions Azure en Chine. Alors pour rappel, ce service permet une gestion centralisée de la connectivité, des règles de sécurité et du routage pour l'ensemble de vos souscriptions et il va éliminer, enfin vous aider en tout cas à éliminer la configuration manuelle, ce qui va finalement vous garantir des politiques cohérentes et une visibilité accrue. Une autre fonctionnalité qui s'étend, c'est le niveau archive au sein de Azure Blob Storage qui débarque dans la région Italie North. Alors cela vous permettra notamment de réduire votre facture cloud si vous avez besoin de conserver des fichiers pendant une longue période dans cette région. Voilà, c'est terminé pour les annonces en JA. Passons maintenant aux annonces en preview. La première concerne le service Azure Databricks qui propose un nouveau conteneur pour Power Platform. Alors, ce dernier vous permettra par exemple d'accéder aux données en temps réel sans avoir à les copier, de créer des applications dynamiques exploitant de grands ensembles de données directement depuis Azure Databricks, de configurer facilement des connexions grâce à la prise en charge de l'authentification par clé API et à des options de développement supplémentaires et même, pour ceux qui aiment ça, de visualiser ou d'exploiter efficacement les données grâce au langage de formule PowerFX. Donc maintenant, c'est à vous de jouer si vous êtes utilisateur à la fois d'Azure Databricks et de Power Platform. Le service Azure Data Explorer prend un peu plus d'épaisseur puisqu'il propose désormais des graphiques persistants permettant des structures de données graphiques durables qui persistent au-delà des exécutions de requêtes individuelles pour l'analyse des relations à l'échelle de votre entreprise. Ces graphiques améliorent également la collaboration en fournissant des vues de données cohérentes sans nécessité de reconstruction constante. Et en plus, ils prennent en charge des analyses avancées, notamment l'analyse historique et les comparaisons de versions. Et surtout, ils s'intègrent parfaitement à l'écosystème Azure Data Explorer grâce aux opérateurs de graphiques KQL complètement natifs. Bref, ils sont idéaux pour des scénarios allant de l'analyse de réseaux IoT aux investigations de sécurité, en passant par l'optimisation des processus métiers et l'analyse de la structure organisationnelle. Côté VM, l'équipe produit annonce l'arrivée de Jazz. Alors, contrairement au style musical, Jazz, c'est un nouveau starter pour les VM, un lanceur JVM, optimisé pour Azure. Donc, cet outil offre une meilleure ergonomie par défaut pour les applications Java, évidemment, exécutées soit dans des conteneurs, soit dans des VM, ce qui va garantir une utilisation plus efficace des ressources dès le départ.
Donc j'ai parlé des VM, mais j'ai également parlé de conteneurs. Donc ce nouveau, starter va être disponible sur Azure Container Apps, Azure Kubernetes Service, mais aussi sur Azure Red Hat OpenShift. Je vous propose à présent de parler un peu réseau et plus particulièrement de Azure Front Door. En effet, il y a de nouvelles fonctionnalités dont le nom est Profile and Route Based Web, qui s'appuie notamment sur les policies. Alors, auparavant, pour protéger vos applications contre les attaques malveillantes, une stratégie WAF devait être liée à un front door via un ou plusieurs front-ends ou de domaines personnalisés. Eh bien, grâce à cette fonctionnalité, l'association peut désormais s'effectuer à deux niveaux supplémentaires. Le premier, le niveau supérieur au niveau du profil front door, ou alors au niveau directement de la route. De plus, vous allez pouvoir appliquer une stratégie WAF plus fine, par exemple à une route spécifique d'un domaine, comme une page de connexion ou une page de paiement, qui va être susceptible d'avoir des exigences de sécurité différentes, potentiellement supérieures à d'autres pages, par exemple une page contact ou qui nous sommes ou ce genre de choses. À noter toutefois que pour le moment, cette fonctionnalité est uniquement disponible en pré-version privée. Terminons cet épisode en parlant de stockage avec le service Azure Disk Storage, où vous pouvez désormais chiffrer vos disques Premium SSD V2 et vos ultradisques avec vos propres clés de chiffrement. Voilà, vous allez me dire, ouais, ok, d'accord, mais ça se faisait déjà. C'est pas faux. Sauf que là, vous allez pouvoir utiliser une clé de chiffrement qui va être déployée dans un key vault d'une souscription dans une autre souscription, toujours au sein d'un même tenant. Donc on va pouvoir finalement utiliser des, clés de chiffrement CMK, Customer Managed Key, au sein de votre, d'un seul tenant, mais que vous allez pouvoir partager entre plusieurs souscriptions Azure. Eh oui, Microsoft n'arrête pas le progrès. Eh bien écoutez, c'est terminé pour moi. J'ai terminé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez également appris plein de choses. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine en pleine forme, en tout cas j'espère, pour un nouvel épisode toujours aussi passionnant et je vous dis à la semaine prochaine.